Bienvenue sur Work, moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun d'entre nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur, parce qu'à chaque épisode vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Attention, j'ai une annonce, cet épisode marque une petite étape dans l'évolution du podcast. Ce podcast, il s'appelle Work in Progress depuis sa création, et à partir de cet épisode, il va s'appeler simplement Work, par Mathieu Bernard. La raison est très simple, Work in Progress, j'adore ce nom, il va parfaitement avec le sujet du futur du travail, et ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'il allait tellement bien avec le sujet que Samuel Durand, notre invité du jour, réalise des documentaires qui explorent le futur du travail sous le même nom, Work in Progress Documentaries. Même sujet, même nom, il fait un super taf. Il était là avant moi, j'avais honnêtement pas vu, donc je change de nom. La ligne éditoriale de ce podcast, elle, ne change pas. Je vais continuer à explorer le futur du travail avec mes tripes, à travers les gens qui font, pas seulement à travers des nouveaux modèles d'organisation ou de management, mais avec un angle parfois plus personnel qui intègre le bien-être et la santé. En tout cas, ça a été l'occasion de rencontrer Samuel et de faire un super épisode sur le Japon, dont il revient pour le tournage de son prochain documentaire. Japon, qui est le pays où seulement, tenez-vous bien, seulement 0,3% des trains sont en retard. Mais le prix à payer, c'est que les gens travaillent beaucoup trop. Voilà pour cette petite aparté. Bon épisode. Salut Samuel. Salut Mathieu. Ravi de t'accueillir aujourd'hui pour parler du Japon, société où le rapport au travail n'est pas vraiment un modèle à suivre. Tu reviens d'un voyage marquant pour y tourner ton futur documentaire, tu vas en parler. Et l'idée, si tu es d'accord, ce serait de faire un rapport d'étonnement sur la culture du travail au Japon et les enseignements à tirer, en tout cas que tu as à tirer d'une société qui travaille beaucoup trop. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter, Samuel. Ouais, on va parler de tout ça effectivement. Le Japon est peut-être l'aboutissement d'une recherche sur le futur du travail depuis un petit moment maintenant. J'ai démarré en m'intéressant à ce sujet il y a 3-4 ans, en réalisant une learning expedition quand j'étais étudiant à Grenoble. J'ai fait une centaine de rencontres pendant 6 mois dans 13 villes du monde, ouais. Pour produire un rapport d'étude sur l'innovation managériale, l'innovation organisationnelle, sur les outils aussi innovants. Et en rentrant, je me suis dit que c'était très intéressant, mais que le format n'était pas suffisamment ludique. Donc j'ai commencé à faire des documentaires, Work in Progress, qui sont devenus ensuite, enfin, il y en a eu plusieurs en gros. Il y a eu Work in Progress, le premier qui explorait les différentes façons de trouver du sens dans son job. Le deuxième, Why Do We Even Work, qui se posait la question sur notre rapport, sur les différentes levées de motivation en fait. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin pour aller bosser pour une boîte plutôt qu'une autre? Et puis ce troisième documentaire, Time to Work, qui du coup vient de sortir au moment où on enregistre, au moment où vous écoutez l'épisode, mais pas encore au moment où on enregistre, et qui lui s'intéresse à notre rapport au temps de travail. Génial. Et tu disais que ça fait plusieurs années, 3 documentaires, beaucoup d'exploration à travers le monde. Juste, tu en vis de ça aujourd'hui? J'en vis, ouais. Alors, en fait, c'est un peu ambigu dans le sens où, le fait de faire le documentaire me rapporte pas d'argent en tant que tel. Parce que tout l'argent, en fait, qui est levé pour le documentaire, quasiment tout est réinvesti dans la production du documentaire. Donc c'est pas quelque chose qui me fait vivre, mais ça fait partie des projets que j'aime beaucoup et par contre, ce qui me fait vivre à côté, c'est-à-dire qu'une fois que le documentaire est sorti, il est diffusé à plusieurs endroits, sur des plateformes publiques. Globalement, ça représente rien, ça représente, genre même pas 1% du budget du documentaire. Il est diffusé, dans des écoles, ça représente pas grand-chose non plus et il est diffusé surtout en entreprise et donc moi, mon business model principal, c'est que j'interviens pour diffuser le documentaire dans des entreprises, majoritairement des grands groupes, mais pas que. Il y a aussi de plus en plus, des startups, des PME, des ETI, des regroupements de dirigeants qui s'y intéressent et donc je viens, je le diffuse, j'en parle, j'anime une conférence, un débat autour du documentaire et ça, c'est quelque chose qui me prend pas beaucoup de temps, que je facture et c'est mon business model, c'est ce qui me permet de vivre. Magnifique. Donc les documentaires, c'est un peu comme des beaux chevals de Troie, qui te permettent d'aller, pas envahir, mais plutôt aider les entreprises, de l'intérieur. C'est génial comme business model. Merci pour le partage. Ouais, c'est ça, c'est assez curieux effectivement, je m'attendais pas à ça, mais c'est le modèle que j'ai trouvé aussi, le fait de faire payer ces interventions. C'est un modèle que j'ai trouvé pour, déjà faire un filtre parce que honnêtement, je reçois des demandes de projection tous les jours, tu vois? Beaucoup et donc si jamais je disais oui à tout, je ne ferais que ça et donc je ne ferais pas d'autres documentaires, j'en aurais fait un et je me serais arrêté là et puis c'est aussi ce qui permet le fait, d'être payé en gagnant beaucoup d'argent en très peu de temps. C'est ce qui permet de travailler sur d'autres projets comme le documentaire où
pire encore, la bande dessinée, qui ne te nécessite beaucoup de temps, mais ne te rapporte pas d'argent et donc c'est avec cet équilibre-là que j'arrive à vivre. Génial, génial. Tu me donneras les liens de la bande dessinée et des derniers documentaires, je les mettrai dans les notes de l'épisode. Mmh. Et donc du coup, c'est dans le dernier documentaire que ta dernière escapade au Japon, puisque là, on va en parler, ça va faire partie de ton dernier documentaire ou c'est dans un suivant? C'est dans ce documentaire Time OK, to Work, exactement. génial. En fait, c'est un documentaire qui explore notre rapport au temps de travail et donc dès l'écriture, je m'étais dit, «Il y a un vrai sujet à aller explorer le Japon». Puis je me suis dit: «Ouais, mais en même temps, c'est super loin, enfin, est-ce qu'il y a vraiment intérêt d'aller au Japon juste pour une interview?» Et donc on était plutôt passé à côté de l'idée. On s'était dit: «Bon, bah, on va pas aller au Japon pour ce documentaire» et ce qui est assez dingue, c'est que, donc on réalise nos interviews entre septembre et ouais, quoi, peut-être novembre, 2022 du coup et et sur les 9 speakers qu'on interviewe, il y en a 5 qui, dans leur interview, nous parlent du Japon de façon super spontanée et à travers un angle assez différent. Tu vois? Nous, on n'aborde pas la question et eux nous disent: «Mais le Japon d'ailleurs pour ça, nin nin et il faut aller au Japon» et alors qu'ils ont pas de lien avec le Japon, ça a rien à voir et on se dit: «C'est quand même dommage, il y a vraiment un sujet à aller creuser» et à ce moment-là, le Japon était fermé encore, c'est l'un des derniers pays qui a réouvert, après le covid, donc on pouvait même pas y aller et puis, je vois l'annonce du Japon qui réouvre, je crois que c'était fin octobre, début novembre et je me dis: «Bon, bah, allez, let's go, c'est peut-être notre opportunité, notre chance». Donc on y va, et on est parti, moi je suis parti 2 semaines là-bas. Les équipes, de technique, de réalisation sont venues, pendant une semaine et c'était effectivement, une sacrée aventure, une sacrée claque culturelle, beaucoup d'apprentissage. Alors, on le dépeint assez négativement dans le documentaire, le Japon, mais il y a aussi plein d'aspects super positifs qui sont très chouettes, dont on ne traite pas parce que c'était pas la forme, qui fonctionnait bien pour le doc, mais qui sont aussi très chouettes et qui me donnent envie presque de revenir pour faire un sujet sur les aspects positifs de la culture du travail au Japon à creuser. Ah OK, ouais, j'ai déjà des tonnes de questions, effectivement et je voulais te poser des questions sur les côtés positifs aussi puisque ma première question, elle allait, dans le sens, je pense, du doc, sur le côté un peu négatif, mais le Japon, tu l'as dit, c'est aussi le pays de l'ikigai. Enfin, il y a pas mal de choses, qui sont positives dans le rapport au travail. Mais donc pour commencer, là, on a déjà basculé dans le vif du sujet. Si on prend du recul, sur nos sociétés modernes, post, révolution industrielle, je parle qu'on prend un recul sur les années, globalement, la réussite de ces sociétés-là, si on prend une échelle de 50, 100 ans, c'est globalement de travailler de moins en moins. J'ai regardé les stats, la durée annuelle collective du travail en France, elle a diminué de 25% de 1950 à 2015. Je parle d'heures par salarié. Donc globalement, on vit plus tard, on travaille un peu moins vieux, on travaille moins d'heures par semaine, on a plus de congés. Mais la machine est un peu rouillée en ce moment. Donc on a vu que donc les stats montrent que la durée s'est stabilisée, en tout cas en France. Ouais. La réforme des retraites fait beaucoup de bruit en ce moment. Bon, ça fait souvent beaucoup de bruit, donc si on prend du recul, c'est toujours un peu la même chose, mais ça se rouille un peu, ça se stabilise. Et par réflexe, en tout cas ici en France, on va souvent explorer les modèles des pays scandinaves pour essayer de Ouais. construire un futur plus sain. Moi, j'ai vécu au Danemark pendant un an. C'est incroyable. Tout le monde à 17h max, tout le monde s'arrête, va faire du sport et ensuite commence la soirée. Ils ont déjà tous fait du sport, quoi. C'est un Ouais. autre mode de vie. Bon, aussi, le soleil se couche plus tôt. Mais bon, toi, tu es allé explorer le Japon, le pays où l'on travaille le plus au monde en moyenne. Et donc, de tes 2 semaines que tu as passées là-bas à interroger pas mal de monde, je voulais savoir un peu ton rapport d'étonnement là-dessus, parce qu'on pense forcément aux longues journées de travail, tu vois. Ouais, ce sont des longues journées de travail. C'est intéressant l'introduction que tu as faite sur le sujet parce que effectivement, on a longtemps vu dans les pays occidentaux la réduction du temps de travail comme étant le progrès, parce que on considérait le travail, peut-être plus, par rapport au Japon, comme une production. C'est-à-dire que je produis quelque chose. En France, on critique souvent le présentéisme, mais en réalité, on est, très loin du présentéisme que peut avoir le Japon et donc quand on parle de réduction du temps de travail, c'est pas forcément le temps de présence, mais c'est le temps de réduction de la production aussi parce que, on a des progrès techniques qui permettent de produire, autant, voire plus en moins de temps et ce qui s'est passé au Japon, qui a connu, hein, des gains de productivité aussi, de progrès techniques, c'est pas les derniers là-dessus le Japon. Mais le vrai sujet, c'est q et c'était expliqué par le sociologue Hiroshi Ono qu'on a rencontré sur place, c'est qu'en fait, hem on n'est pas dans le même type de rapport au travail, dans le sens où ce qui compte, c'est pas tellement la production, mais c'est la représentation.
Et je m'explique, en fait, ils ont une société qui est basée plus sur l'input que sur l'output, où en gros, on valorise la présence, on valorise le fait d'être là, on valorise le fait de se montrer, mais on ne valorise pas le fait de produire, le fait de créer quelque chose. Et donc, il utilise cette citation de Shakespeare qui dit que dans la vie, nous jouons tous un rôle, que la vie est une grande scène et qu'en fait, bah, on joue pour les spectateurs. Et donc, appliqué au travail, bah, les spectateurs, c'est à la fois les collègues et les patrons. Et donc, très concrètement, ça se traduit par le fait que dans une journée de travail, si tu as fini les projets qu'on t'a assignés à 17h et que tu as envie de partir, bah, tu vas pas le faire tout simplement parce que les autres ne le font pas. Il y a une forme de pression sociale dans une société qui est collectiviste. À l'inverse, nous, on est beaucoup plus individualiste. De fait de se dire, bah, en fait, je m'en fous que les gens aient fini leur travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils restent tard le soir. Et donc, il y a un peu ce schéma-là de pression sociale qui continue, qui perdure. Mhm. Et ce qui fait que très dernièrement, avec le Covid, bah, ça n'a pas fonctionné le télétravail. Alors même qu'ils ont tous les outils pour bosser à distance, Ouais, c'est ça n'a intéressant pas ça. fonctionné parce que, bah, à la fois, les salariés étaient frustrés de ne pas pouvoir montrer qu'ils travaillaient, montrer qu'ils étaient là, parce que la représentation ne se fait pas de la même façon à distance. Et les boss, eux, pouvaient pas contrôler non plus. Donc ça fonctionnait pas et ça n'a pas été adopté. Et le retour au bureau s'est fait massivement dès qu'ils en ont eu l'opportunité. Hmm. Ouais, super intéressant. Là, super intéressant d'aller du côté des causes, enfin, de ce rapport au travail qui est différent. On voit que enfin, dans ce que tu dis, que c'est vraiment culturel en fait. C'est que c'est un problème de qu'est-ce qui est valorisé dans la société et c'est pas du tout les mêmes choses qu'en France. Modèle collectiviste, hyper intéressant. Du coup, j'ai quand même des questions là-dessus, mais avant, sur la culture du travail au Japon, j'avais quelques questions aussi parce que je crois qu'il y a des concepts. Il y a des concepts qui sont quand même assez connus. Il y a la mort au travail, je crois, qui porte un nom. Oui. Il y a quand même plusieurs mots-clés qui sont assez intéressants. Et je voulais savoir si ces mots-clés, nomikai, karoshi, tu les avais vus pour de vrai, si c'est vrai ou pas. Ouais, absolument. Alors le karoshi, c'est littéralement la mort par excès de travail, et la mort par excès de travail, en fait, c'est un vrai phénomène qui est un sujet. Le gouvernement en parle même de ligne karoshi. La ligne karoshi, c'est quand une entreprise fait travailler plus de 80 heures d'heures supplémentaires par mois à ses employés. Et donc ça, c'est la ligne karoshi. Il y a des entreprises qui sont mises sur liste noire parce qu'elles font travailler c'est plus que cette durée-là. Et donc, Karoshi, en fait, cette ligne Karoshi, c'est la durée à partir de laquelle il y a un vrai risque sur la santé des travailleurs. Donc, c'est un sujet qui est pris au sérieux par le gouvernement parce qu'il y a eu des grandes entreprises japonaises qui ont dépassé cette ligne Karoshi. Et donc, très concrètement, ça se manifeste par des arrêts cardiaques, parfois quelques suicides aussi, mais c'est plus quand même des problèmes voilà, cardiovasculaires. Et donc, ce Karoshi, c'est un vrai phénomène, ça existe effectivement. C'est un des rares pays qui a un terme pour décrire la mort par excès de travail, le Japon. Mais c'est un phénomène. En réalité, les problèmes de santé liés au travail, c'est pas que au Japon. En France aussi, on a ce problème-là. Dans le monde entier, on a ce problème on travaille trop et ça cause des problèmes sur la santé. Mais Hmm. le Japon, effectivement, c'est poussé à l'extrême et ils en parlent. Le nomikai, ça vient un petit peu avant le karoshi. C'est la pratique qui existe aussi en Corée sous un autre nom. D'ailleurs, j'ai oublié le nom. Mais c'est une pratique qui consiste en fait à avoir une vie sociale après le travail avec ses collègues. C'est-à-dire qu'on va aller boire des coups et on est un peu obligé d'aller boire des coups avec ses collègues et on n'a pas tellement le choix. Et d'ailleurs, on ne peut pas partir tant que le boss n'est pas parti. Donc, c'est très codifié, la position sur la table, qu'est-ce qu'on boit, quand est-ce qu'on part. Et ça dépend de. Voilà. Et en fait, si le boss n'a pas de vie et n'a pas envie de rentrer, eh ben, on rentre pas. Et jusqu'à prendre le dernier train. Et donc, ça fait des journées qui sont à rallonge. Et c'est un peu un cercle vicieux aussi. Donc, tu fais ta journée à rallonge. Du coup, le lendemain, tu es fatigué. Donc, tu es moins productif. Tu es moins productif. Du coup, tu pas heureux. Du coup, tu pas heureux, t'es fatigué. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Tu sors pas du truc, quoi. C'est une vie sociale sous contrainte, en fait. C'est une arnaque. C'est C'est une arnaque de ouf. quel enfer. Enfin, peut-être pas pour eux, mais waouh, d'ici, ça me choque tellement. Mais hyper intéressant. Donc là, on a parlé de nomikai. Donc, c'était ça le concept d'aller boire des coups un peu obligatoire. Enfin, c'est très codifié avec ses collègues après le taf. Et le karoshi, c'est intéressant. Euh, En fait, juste, je me disais, c'est pas forcément que négatif d'ailleurs qu'ils aient nommé la chose. Parce que ça fait écho. Enfin, moi, j'ai enregistré un épisode il y a pas longtemps sur le burn-out, bah, d'ailleurs, qui sera sorti quand cet épisode sort. Mhm. Euh, et c'est vrai que quelque part, le fait qu'ils nomment ce mal-là, la mort au travail, je trouve qu'ils sont un peu plus avancés que nous. Parce qu'en donnant un nom au problème, au moins ils en sont conscients. Nous, le burn-out, c'est quelque chose, on ne le reconnaît pas. Enfin, j'ai interrogé Jennifer il n'y a pas longtemps, on aura sorti l'épisode d'ici là, qui disait qu'elle a vécu un burn-out et le burn-out n'est pas reconnu en France, en fait.
il est considéré encore sous le chapeau dépression, donc, alors que c'est pas cliniquement la même chose. Et en fait, on parle pas mal des burn-out non mortels, catalogués du coup dépression en France, mais il y a aussi pas mal de crises cardiaques et de suicides qui sont en fait pas pas du tout automatiquement associés, mais qui viennent souvent d'un burn-out. Et en fait, ça existe aussi en France, on le nomme pas. Et de ce point de vue-là, je trouve que les Japonais, en nommant le truc, bah, au moins le problème a un nom et on peut s'en occuper. Alors qu'en France, c'est pas du tout le cas, quoi. Complètement, complètement. C'était un petit peu leur idée aussi, c'est que c'est devenu un problème qui est tellement hallucinant. Mais en fait, il suffit juste, de se promener dans la rue, dans le métro, pour voir des gens qui dorment de fatigue avec toutes leurs affaires, habillés en costume, chaussures, qui brillent et qui, rentrent du travail, vont au travail, mais qui sont épuisés, qui sont dans un état c'est assez terrifiant. Donc même sans aller creuser un petit peu le sujet, tu te rends compte qu'il y a un vrai problème quand même. Ouais, ouais, ils sont à l'extrême. Non, mais c'est en tout cas hyper intéressant. C'est qu'est-ce qu'on devient si on continue de bosser de plus en plus, quoi. C'est Ouais et puis voyage dans le et futur. c'est exactement ça et alors, en voyage dans le futur ou dans le passé même, et j'ai pas tu as parfois l'impression et même sur les sujets de plastique, tu vois, il y en a partout, tu as l'impression d'être revenu en 2000, 2005 max et ce que je trouve assez dingue, aussi avec ce concept de travailler super tard, c'est que c'est pas forcément des gens qui détestent ce qu'ils font. Ils sont pas en mode, «Je travaille très tard et ça me saoule, je préférais finir plus tôt». Et ils ont un autre concept d'ailleurs, un peu un dérivé du karoshi qui est le, Irigai Sakushu, OK. qui en fait, c'est l'exploitation d'une satisfaction, au travail. C'est-à-dire en fait, bah, toi Mathieu, tu aimes ce que tu fais, donc je vais Mmh. faire en sorte de t'incentiver à fond pour que tu vas te récompenser, te dire: «Vas-y, bah, c'est trop bien ce que tu fais, c'est génial». Mais en fait, c'est l'exploitation d'une activité que tu aimes. C'est pas nécessairement négatif aussi. Donc c'est peut-être une sous-catégorie du karoshi, qu'on pourrait avoir parce on a souvent l'image de quelqu'un qui est fatigué, qui va travailler jusqu'à l'épuisement, quelqu'un qui va subir son travail. Mais en fait, c'est aussi quelqu'un qui, Ouais. par choix, va trop travailler et on a beaucoup ce cas-là aussi souvent, des burn-out passion, hein, des Ouais. problèmes de santé sont les premiers touchés, c'est les gens qui aiment ce qu'ils font et tellement ce qu'ils font qu'ils s'en rendent même plus compte qu'ils travaillent trop. Donc il y a ce sujet-là aussi au Japon et ce qui m'a surpris au tout départ, moi, c'est que quand je voyais ces longues heures de travail au Japon, je me disais: «Mais OK, c'est peut-être parce qu'il y a un problème d'incentive et que du coup, bah, en fait, tes heures sup sont payées, la vie coûte cher, donc tu travailles plus pour gagner plus». Et en fait, c'est même pas tellement ça parce qu'il y a alors elles sont payées les heures sup, mais au-delà d'un certain niveau, elles sont même plus payées et il y a des Ouais. entreprises qui ont dû prendre des mesures radicales du style couper l'accès internet ou couper l'électricité dans le bâtiment pour que les gens s'en aillent après 21:00. C'est vrai, tu vois? C'est des trucs qui existent et qui sont hallucinants à entendre dire et en fait, c'est juste que c'est ça, c'est la pression sociale, c'est l'organisation où ça a toujours été comme ça depuis toujours, donc on fait comme ça. Et là où j'ai encore le plus été étonné, je pense, c'est, c'est en discutant avec les plus jeunes générations, tu vois? Discutant avec des Ouais. japonaises, des japonais qui avaient, 25-30 ans, Bah, ouais, et ils qui en pensent remettaient quoi, eux? Parce que c'est vrai que bah, le sociologue me disait que ça changeait gentiment, qu'il y avait tu vois, une jeune génération qui remettait un petit peu en question quand même ces codes-là. Mais moi, de mon expérience, en tout cas, c'est pas représentatif parce que j'ai parlé à quelques Japonais, quelques Japonaises, tu vois? À l'échelle du pays, ça représente pas. Mais, mais mon sentiment, c'est qu'ils étaient pas choqués par le truc, quoi. Que ouais, c'est comme ça et ça ne changera pas. Et là où c'était encore plus choquant, je pense que c'était sur le sexisme, tu vois? C'est une société qui est très sexiste aussi, qu'en France, sur la place des femmes au travail qui ont le droit de travailler, mais qui ne le font pas, et que c'est vraiment le choix de carrière ou travail. Et j'étais assez surpris d'avoir des conversations avec, tu vois, avec des femmes japonaises qui m'expliquaient, bah non, mais chacun a son rôle en fait. Comme tu peux avoir des gens qui bossent dans des bureaux et d'autres qui bossent à l'usine ou qui sont boulangers, bah t'as la femme qui est à la maison, qui s'occupe du logement, de la nourriture, des enfants, et t'as le mari qui gagne de l'argent. Et ils remettaient pas tellement en question ce modèle-là. OK. Et en fait, c'est normal parce ils connaissent beaucoup ça depuis des dizaines d'années. En fait, quand moi je leur dis: «Mais c'est un peu régressiste tout ça, le progrès, ce serait peut-être d'évoluer là-dessus», je les attaque dans ce qu'ils connaissent de plus, ouais, de plus sérieux pour eux, quoi. Donc c'était assez surprenant, assez, bizarre, assez déroutant quand même comme conversation et assez frustrant de dire que la jeune génération remet pas tellement en question ces modèles, qui nous paraissent un peu archaïques. OK. Ouais, en fait, on en revient sur les causes. Tu le disais tout à l'heure, modèle basé sur l'input, je crois. Et en fait, c'est Ouais. culturel. En fait, c'est même pas des causes économiques. C'est pas. Ils pourraient moins travailler. Ils sont ultra, enfin, ils sont ultra avancés. Ils ont tous les moyens de production, tous les moyens techniques pour aller très vite. C'est simplement que c'est culturel et que
et que bah ouais, si tu parles aux jeunes générations et que eux-mêmes ne remettent pas en cause, ça va changer tout doucement, quoi. Mais aussi sur le sexisme, c'est intéressant parce que en fait, du coup, j'ai l'impression qu'eux, ils voient pas ça comme sexiste, en fait. Ce que nous, on Non, voit comme c'est pas sexiste, sexiste pour eux. pour eux, C'est c'est normal, quoi. c'est Et avec mon regard d'occidental que je porte un jugement en disant: «C'est ouais, sexiste», mais pour eux, ils voyaient même pas le problème, à tel point qu'à la fin de la conversation, je me dis: «Mais c'est moi qui ai un problème ou pas?» Et puis tu réfléchis 2 secondes, tu te dis: «Non, mais c'est juste qu'on n'a pas en fait les mêmes c'est vécus, pas les mêmes on n'a pas les références, mêmes ouais. historiques, pas les mêmes expériences, quoi, c'est tout». Et du coup, à l'inverse, est-ce que tu as eu l'occasion de savoir ce que les Japonais, ils pensent de nous ou des cultures scandinaves, tu vois? Des cultures Oui, oui, européennes? ouais, oui, oui, en fait et ce qu'expliquait le sociologue, c'était que globalement, en fait, nous en Europe et en France et même, dans les pays scandinaves, en fait, tu travailles suffisamment pour avoir le niveau de loisir que tu as envie d'avoir, en fait. Tu définis ton niveau de loisir en priorité et puis ensuite tu vas travailler, bah, juste ce qu'il faut pour avoir suffisamment de temps et d'argent pour faire les loisirs que tu as envie de faire, en priorisant du coup le loisir sur le travail. Là, au Japon, c'est l'inverse et en fait, tu vas travailler et puis dès que c'est terminé le travail, le petit truc qui va rester, ça va être le loisir et tu vas essayer de profiter un peu. Donc la conception même du truc est complètement inversée. Hem, la conversation la plus folle que j'ai eue, je pense, c'était, sur le regard qu'ils portaient sur sur l'Europe, c'était sur les trains. Tu sais, en France, on a 17% de trains qui sont en retard. Au Japon, ils en ont Ouais. 0,3. On a des trains qui sont assez similaires, qui vont très vite. Là-bas, ils ont le Shinkansen, donc ça ressemble beaucoup à nos TGV. Et en fait, je crois qu'ils ont une moyenne de retard qui est bien plus faible que la nôtre, mais surtout, ils ont très très peu de temps de retard faible. Et en fait, ils ne concevaient même pas comment c'était possible qu'on puisse avoir des trains en retard, autant de trains en retard. Ils disaient, mais je comprends pas, si arrivent à tourner des jours de l'année à la bonne heure, et s'il y a des gens qui sont payés pour le faire, comment c'est possible qu'un truc si essentiel, une telle infrastructure, ne fonctionne pas? Et en France, ça va encore. Il y a d'autres pays, tu vois, tu parles de l'Allemagne, les trains, c'est encore pire là-bas, ou des infrastructures, genre en Italie, des infrastructures où c'est terrifiant. Il y a Ouais. des trucs qui marchent pas. Et en fait, bon, en Italie, il y a des trucs, tu vas dans un endroit, les transports, l'infrastructure ne fonctionne pas. Bah, les gens vivent quand même, tu vois, ils se débrouillent différemment. Ben ouais. Faut pas Au qu'ils aillent en Japon, Inde, hein, il faut pas qu'ils aillent en Inde, hein, non. les Japonais, hein. Je suis allé en Inde où les trains, ils pouvaient avoir 2 heures d'avance parfois, donc très déroutant, il Ouais. est déjà parti, ou 8 heures de retard, quoi. Et personne s'inquiète. Alors là-bas, c'est Mais ça mais doit être un choc. Mais alors du coup, au Japon, tu vois, ça te fait se questionner parce que, donc là-bas, il y a aucun problème. Tout est tout le temps, ouais. il y a une solution pour tout. Tu as 1000 personnes qui sont prêtes à t'aider pour n'importe quoi. Et donc en fait, il y a effectivement jamais de problème. Tu vis dans une société où il y a tellement de personnes qui bossent sur tout, que tout va bien. Mais tu te dis: «OK, en fait, parfois, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir bossé là-dessus? Est-ce que Ouais. j'aurais pas pu ne pas connaître de la frustration sur tel truc ou j'aurais pu me débrouiller différemment?» Et alors c'est hyper agréable en tant que touriste, tu débarques là-bas, tout fonctionne, c'est royal. Mais peut-être que tu te dis: «Là, on pourrait fonctionner différemment». Parfois, il y a des trucs qui sont complètement aberrants, tu vois? Tu as des feux rouges qui fonctionnent très bien, mais tu as aussi des gens avec des bâtons, parfois des vieux monsieur dans la rue qui sont là et Ouais. qui font la circulation avec le bâton. Tu dis: «Mais à quoi ça sert? Il y a pas besoin de ça». Le bon sens suffirait pour traverser la route quand il y a pas de voiture. Ouais, ça me faisait penser, enfin, et toi, du coup, on finit sur ton rapport d'étonnement. Toi, je sais que tu as fait une classe prépa puisqu'on on a fait la même. Ouais. Et tu vois, moi, avec le recul, maintenant, je me dis, aucun regret, j'ai kiffé, j'ai eu trop de chance, rencontré des super potes, super expérience, super école derrière, trop bien. Mais avec du recul, je me dis: «Tiens, pour arriver là où je suis aujourd'hui, j'aurais pu prendre plein de chemins différents». Et franchement, le modèle d'envoyer des gens, entre, 17 et 19, entre 18 et 20, bosser comme des blaireaux pendant 2 ans pour espérer avoir une école où ils vont plus rien faire, enfin plus faire grand chose, à part des engagements associatifs ou autres qui permettent de s'enrichir. Enfin moi, je me pose la question, tu vois, j'ai adoré mon parcours, mais la classe préparatoire à bosser comme des tarés. Donc ça, c'est que 2 ans, heureusement. Mais en fait, Ouais. tu t'imagines bien. Enfin moi, je sais pas quel niveau tu as bossé, mais moi, si je bossais 20 ans comme ça, bah, je meurs au travail, quoi, clairement. Ouais. Je me demande, enfin moi, je me suis dit en fait, que c'est un peu absurde aussi. Nous aussi, on a des trucs un peu arriérés, quoi. Toi, t'en as pensé quoi? Tu De penses la quoi de prépa, notre c'est système, tu vois? Ouais, je de pense notre que je me système, je il me est retrouve basé là-dessus aussi, un peu. ouais, mais je pense que je me retrouve assez dans ton analyse, dans le sens où j'ai vraiment kiffé, je me suis fait des super potes et j'en garde un très, très, très bon souvenir avec du recul maintenant. Hem, mais effectivement, alors je pense que pour, le type de personne que j'étais quand j'y suis rentré et quand je suis sorti, en fait, j'avais besoin d'un cadre, tu vois? J'étais plutôt un branleur au lycée, j'ai plutôt été un branleur en prépa aussi, dans le sens où j'ai pas fait grand chose, je bossais beaucoup moins que les autres. Mais même en bossant moins, tu vois, je bossais au max de ce que je pouvais faire, je pense et ça a suffi pour avoir l'école que je voulais derrière, ça m'allait bien, tu vois? Mais, mais effectivement, ce modèle-là, il est pas soutenable sur plus longtemps que 2 ans. Je pense que
Aujourd'hui, ça serait impossible pour moi, tu vois, de refaire ça et que ce soit pour une prépa enfin, si demain tu me dis pour accéder à tel objectif, à l'époque l'école c'est un objectif. Aujourd'hui avec du recul, tu te dis: «Oui, on s'en Ouais. fout, c'était nul», tu vois? Mais si jamais je te disais, «Tu as tel objectif et c'est trop stylé, pour y accéder, il faudrait 2 ans où tu te sacrifies», où en fait tu vis dans le futur. Tu te dis: «Bah non, là je fais un effort, je consens un effort pour un truc qui va être génial». Après, ce modèle-là, moi, je n'en veux plus. Je n'y crois pas et je n'en veux plus de me dire: «Je ne vis pas maintenant», tu vois? Je pense que ça marche pendant 2 ans, à une période de ta vie où tu as besoin de te structurer. Moi, je sais que quand j'en suis sorti de la prépa, j'avais justement envie de tout l'inverse, de plein de liberté plutôt qu'un cadre de ouf. Mais je sais que le cadre, il a été super bénéfique, au moment où j'étais, en train de faire un peu n'importe quoi et j'aurais pas forcément bossé, construit un esprit critique, appris à pouvoir prendre la parole, appris à structurer une pensée de la même façon si je l'avais pas fait. Donc j'en retire quand même quelques trucs qui sont super utiles, même si le concept même de sacrifier sa vie pendant un laps de temps pour avoir quelque chose de mieux après, ça j'y crois plus. Ouais, bah, ouais, moi c'est pareil et c'est pour ça que le Japon, je pense, ça me choque un peu. C'est le concept de sacrifice permanent. La dimension sacrificielle d'ailleurs du travail, c'est un truc Ouais, qui m'interroge aujourd'hui, sur lequel je me posais pas de questions parce qu'en plus moi je suis un peu workaholic, j'adore ce que je fais, pareil. Mais en fait, jusqu'où on va pour, atteindre des objectifs, jusqu'où on va dans le sacrifice, tu vois? Et du coup, ouais, voilà. C'est juste que à l'échelle d'une société, ça paraît choquant, mais nous on le fait aussi par petites briques et le ouais. système prépa, ouais, ça fait écho en tout cas, je m'interroge aujourd'hui sur ce que ça crée, quoi. Et du coup, ma question, bon, j'aimerais bien aller aussi sur les trucs positifs que tu racontes pas dans le documentaire, pour Ouais. poursuivre. C'est que malgré l'ancrage culturel, heu, on sent que ça va pas bouger si rapidement que ça, le rapport au travail au Japon. Mais quelles sont aujourd'hui les réactions positives mises en place pour corriger le tir dans les entreprises que tu as pu visiter? Mmh, je sais pas si je sais pas s'il y en a honnêtement, je suis pas sûr, tu vois, qu'il y ait des trucs, mis en place par les entreprises aujourd'hui pour rectifier le tir. Je pense qu'il y a mais par contre dans la culture japonaise, il y a plein de sujets qui donnent enfin, qui sont une raison de se réjouir. Déjà, ce qui a certes, enfin, ce qui cause des problèmes, c'est-à-dire la société collectiviste, qui donne la pression sociale, c'est aussi une force dans le sens où, bah, c'est la meilleure façon de bosser en équipe parce qu'en fait, personne va contredire. Une fois qu'une décision est prise et qu'on veut on veut faire tel truc, on va le faire parce que personne va contester, tout le monde va se mettre en ordre de marche pour le faire et chacun va suivre la règle et ça va fonctionner. Donc ils sont bien meilleurs que nous sur le fait de bosser en équipe, parce que ça va exécuter super bien. Ça va bien mieux exécuter que nous. Ça sera beaucoup moins créatif, tu vois? Une réunion dans laquelle il faut, que chacun, soit autonome, donne des idées, ça marchera moins bien, mais une réunion où il faut exécuter, ça va peut-être bien marcher. Ils sont très forts là-dedans. L'autre truc qui est assez, qui est enfin là où ils sont très forts, je pense, c'est que justement, il y a cette dimension sacrificielle qui quand tu la tires un petit peu, bah, tu arrives sur quelque chose où, il y a un art, il y a un amour pour le beau geste, un amour pour le dépassement de soi. Tu as Mmh. l'impression que chaque chose, tout, hein, que ce soit dans les interactions du quotidien, dans la façon dont tu dis bonjour, dans la façon dont tu, prends un taxi, dans la façon dont tu achètes tu manges quelque chose, ils sont dans l'instant présent et ils ont mis toute leur concentration et tout leur amour pour ce qu'ils sont en train de faire, leurs produits et leurs services et ça, c'est incroyable le dépassement de soi. Tu as un niveau d'excellence dans absolument tout qui est fascinant et là où nous, on a tendance à aller un peu plus vite, et si tu as vécu, dans les pays nordiques, c'est encore plus le cas, je trouve, là-bas ou même en Suède, tu vois, dans le documentaire, j'ai découvert ce terme lagom, ni trop ni trop peu, où en fait, on t'incite à faire pas le minimum, mais quasiment le minimum, tu vois? Là, au Japon, non, c'est Ouais. dépassement de soi, fais-en pas 100, fais-en 300. Ouais, c'est très vrai, mais c'est très vrai, en fait, au niveau de l'artisanat, ils sont forts. Moi, j'ai des Ouais, couteaux de cuisine japonais. Alors mec, il faut pas mettre le doigt, hein. Déjà, ils sont magnifiques, c'est du ouais. monobloc et c'est vrai que et voilà, c'est l'exemple de mes couteaux japonais, mais en fait, il y a plein de trucs où ils sont même dans les fringues, dans plein de domaines, ils sont, au poil, quoi. C'est incroyable. Exactement, exactement et ça, c'est super appréciable, cet état d'esprit de l'artisanat et l'artisanat, je trouve que tu le ressens dans tout. Même dans une façon dont tu vas dire bonjour, dans le respect que tu as des autres, de la politesse, il y a beaucoup de rituels dans plein de choses, et c'est des rituels qu'on retrouve aussi dans l'artisanat et ouais, le côté artisanat au Japon, il est assez fascinant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dont on pourrait s'inspirer là-dessus et puis on l'évoquait en termes, au début de la discussion aussi, c'est de l'ikigai qui nous vient du Japon et l'ikigai, c'est très intéressant aussi. Alors l'ikigai, en fait, ça nous vient du Japon, mais ça nous vient surtout d'une petite île au sud qui s'appelle Okinawa, qui est réputée pour la longévité, des habitants, parce qu'il y a un mode de vie qui est super sain. Alors je crois que c'est voilà, c'est au bord de la mer, c'est très joli, donc tu es Oui, dans c'est un une beau zone cadre. bleue. C'est C'est un ça, peu c'est une zone bleue. Je crois qu'il y en a aussi au Costa Rica, en Grèce, en Italie. C'est ces zones où tu as des centenaires, là, c'est ça?
Voilà, exactement. Et en fait, l'ikigai, si tu prends un peu la description, c'est un équilibre entre c'est l'épanouissement au travail, c'est l'équilibre parfait entre ce que tu aimes faire, ce pourquoi les gens sont prêts à te rémunérer, ce dont ils ont besoin et ce que tu sais faire, en fait. Donc c'est un peu un équilibre entre, Mmh. compétences, argent, envie, quoi. Et donc ça s'est développé là-bas, et c'est une philosophie de vie, en fait, cet ikigai à Okinawa qu'on peut retrouver certainement dans certaines zones rurales du Japon, mais qu'on ressent pas du tout, pour être franc, quand tu te promènes dans Tokyo et quand tu vois les salarymen qui sont en costume et qui vont se Ouais. tuer la tête, quoi. Et mais dans ces zones-là, ce que tu veux dire, dans ces zones où les gens vivent, plus de 100 ans, enfin, c'est les zones bleues dans le monde. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, d'étudier ces zones bleues. J'avais vu un reportage là-dessus, c'est intéressant parce que dans plusieurs cultures différentes, il y en a une au Ouais, Japon, il y en a en Grèce, il y en a en Italie, il y en a au Costa Rica. On retrouve des patterns, c'est-à-dire des zones où les gens, vivent super longtemps et à chaque fois, globalement, ils sont pas stressés, ils sont pas dans des grosses villes, ils bouffent ouais. bien, ils bouffent ce qui pousse à côté de chez eux de saison. Et je crois qu'un des autres patterns, c'est qu'en fait, ils bossent pas non plus énormément, quoi, en fait, hein. Ils bossent pas Heu énormément et ils bossent dans des trucs qu'ils ont choisis. Il y a pas de C'est pas imposé, c'est clair que ça change tout. et il y a oui, et pour revenir à l'ikigai, je me souviens, il y a le sentiment d'utilité aussi, je crois, qui est important. C'est-à-dire que les gens qui sont dans ces Ouais. zones-là, bah, ils bossent sur ce qu'ils aiment faire, d'accord, mais en fait, ce qu'ils font, est directement utile, ils le voient. Et voilà, et je crois que c'est aussi assez important pour pas s'épuiser, mentalement aussi, de voir tout de suite, l'utilité de ce qu'on produit, tu vois? Ouais, Heu, bon, c'est clair que c'est un énorme c'est levier de très humain. motivation, le sentiment d'utilité. Non, c'est cool, c'est cool. Bah, merci Samuel pour ce petit retour d'expérience sur le Japon. S'il y a un truc à retenir, toi, de tout ce voyage, de tout ce que tu nous as dit sur ce voyage, ce serait quoi? Mmh. Bref, si on veut rester sur une note positive, je pense que c'est le côté artisanat et dépassement de soi, tu vois? Et politesse ouais, c'est ça. En fait, c'est moi, quand je suis rentré, je me suis dit, nous, on a pris un sacré choc culturel dans le très bon sens sur ça. Je me suis dit, «Mais que doivent ressentir les Japonais quand ils viennent en Europe et que la première vision qu'ils ont après Roissy, c'est, la gare du Nord?» Et tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'ils doivent ressentir, en fait?» Le choc culturel dans l'autre sens, où c'est sale, où les gens sont pas polis, et quand je suis rentré, tu vois, ce petit salut que tu fais quand tu rencontres quelqu'un ou quand tu dis au revoir, j'avais envie de le conserver, tu vois? Donc ça, c'est ouais, je pense que c'est le côté, donner la meilleure version de soi-même dans tout ce que tu fais, être dans l'instant présent. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir du Japon et c'est certainement une belle leçon à garder. Ah, trop cool. Ils font comme ça, c'est ça? C'est le Ouais, il y a pas forcément les mains, mais il y a le salut D'accord, par OK. contre, tu te OK. baisses en fait, et tu dis beaucoup, arigato gozaimasu, qui veut Arigato dire gozaimasu. globalement, merci beaucoup, ou désolé. En fait, tu passes ton temps à t'excuser au Japon. Est-ce que tu aurais une source d'inspiration à partager? Qui peut être en rapport avec le Japon, mais aussi le futur du travail en général, hein? Oui, alors, bah, je recommande, mais en fait, il y a beaucoup de travaux qui sont en japonais, d'aller creuser ce qu'a écrit le sociologue Hiroshi Ono dans le documentaire, mais c'est beaucoup voilà, un peu en anglais, en japonais. Non, un article qui est très sympa à lire, et qui est sur le Japon. C'est un ami à moi qui est parti, au Japon, il y a pas très longtemps et qui a écrit un long article, il s'appelle Valentin Decker, sur pourquoi, les Japonais sont capables de créer des œuvres exceptionnelles. Et il parle de la culture, de l'histoire, de l'art au Japon, merveilleusement bien, et c'est très bien écrit. Et donc, voilà, ça s'appelle Valentin Decker, ça se trouve sur son site, Sauce Writing, et ça, je recommande à fond. Trop cool. Merci pour la ref. Ce podcast est un podcast qui explore le futur du travail, comme tes documentaires. Qui, dans tes contacts ou dans les personnes, que tu as rencontrées récemment, à qui voudrais-tu faire une passe décisive pour venir, partager ici? Alors pendant longtemps, quand on me posait cette question, je recommandais toujours Laetitia Vito, et en fait, elle est dans tous mes documentaires, donc je suis Ouais, obligé de lui faire un clin d'œil. Mais pour te parler de personnes, que j'ai découvert plus dernièrement et qui sont très intéressantes pour toi, c'est 2 frères qui s'appellent les frères Meyer, Romain et Clément, qui rentrent d'une learning expedition où ils ont creusé l'innovation managériale, et en fait, ils sont géniaux, ils sont tout jeunes, ils ont fait plein de rencontres très chouettes, plein d'innovations, et ça vaut le coup de les inviter et de discuter avec eux. merci pour la passe décisive. Samuel, pour ceux qui veulent t'envoyer des petits mots d'amour, des feedbacks, quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre? Il y a 2 canaux principaux. Le premier, je pense que c'est LinkedIn, tout simplement, Samuel Durand. Et puis sinon, pour parler un peu plus longuement, avec un peu plus de fond, des sujets, c'est de m'écrire un email, et le mieux, c'est de discuter à travers le biais du futur, qui est ma newsletter. Ce sera dans les notes. Merci beaucoup, merci infiniment pour le partage, Samuel.
Merci Mathieu. Si vous souhaitez recevoir le récap de chaque épisode, vous pouvez vous abonner à ma newsletter garantie 0 spam 100% gratuit, je glisse le lien dans la description. Sinon, je suis très preneur de vos retours sur cet épisode, vous pouvez laisser un avis, je le transmettrai à l'invité du jour, je réponds aussi à 100% des messages. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn Mathieu Bernard ou par mail mathieu@inprogress.pro, in progress tout attaché. Merci beaucoup et à très vite sur Work in Progress.